Eh bien, bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais t'apprendre l'étalonnage dans DaVinci Resolve 20. Donc cette vidéo est super importante si tu souhaites apprendre l'étalonnage. Elle aura peut-être un petit peu longue, mais le but justement c'est que tu aies toutes les clés en main pour maîtriser l'étalonnage sur DaVinci Resolve et pas que tu ailles voir une vidéo par-ci, une vidéo par-là, qui au final te prendrait beaucoup plus de temps. Donc vraiment, le but de cette vidéo, c'est de tout te montrer pour pouvoir t'en sortir et faire tes étalonnages. Donc si tu souhaites travailler sur les mêmes médias que moi, tu peux cliquer sur le lien dans la description pour les acquérir. Mais si tu veux, tu peux prendre d'autres médias, il n'y a pas de souci, le fonctionnement sera le même. Donc dans cette vidéo, nous allons voir un petit peu comment marchent les color space, qu'est-ce que le lift, le gamma, le gain, l'offset, comprendre aussi les scopes. Donc justement, si tu sais pas du tout ce que c'est, on va voir ce que c'est, et aussi comment les lire et les comprendre. On va voir aussi les masques, les luttes, comment refaire tes propres luttes et même les exporter dans d'autres logiciels, comment stabiliser ton plan, faire des tiers et plein d'autres choses vraiment super intéressantes. Donc on va commencer par sûrement la chose la plus pénible, c'est le color space. Ok, donc ici, cette image a été filmée avec un GH6 en Vlog, ce qui veut dire que ce n'est pas un format habituel, le Vlog, c'est un format flat. Qu'est-ce que j'entends par là? Ici, on voit qu'on a des couleurs assez ternes quand même, c'est assez grisâtre, assez décontrasté, et ça, c'est normal quand vous filmez dans un format log. Mais quel est l'intérêt de justement filmer avec des couleurs désaturées? Eh ben, il y en a plusieurs. La raison principale, c'est que vous allez avoir une plus grande latitude à l'étalonnage, et donc vous allez pouvoir modifier plus facilement les couleurs, et de manière générale, avoir une plus grande dynamique dans l'image. Voilà. Pour faire simple, c'est pour ça qu'on va filmer en log. Donc, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est convertir ce log en un format, par exemple, comme le Rec 709. Donc, il y en a d'autres, il y a le sRGB, mais ici, on va juste convertir en Rec 709. Alors, pour ça, je vais aller dans ma partie nodale. On verra évidemment comment marchent les nodes, mais je vais aller ici dans ma partie nodale. Je vais cliquer sur Effect, et ici, on va retrouver plein d'effets, comme le Color Space Transform. On va prendre le Color Space Transform et on va le glisser juste ici. On peut fermer Effect pour que ça prenne un petit peu moins de place. Pareil, vous avez peut-être plus de fenêtres, mais vous pouvez à chaque fois cliquer pour afficher ou non. Donc ça vous fait gagner un petit peu de place. Ça, c'est comme vous voulez. Ensuite, je vais venir le connecter. Alors pour le connecter, il y a plusieurs façons. Soit je le prends, je fais Shift, ça vient automatiquement le connecter. À savoir que ceci, c'est mon entrée, et ceci, ça va donc être ma sortie. Tout ce qui est fait entre les deux, ça va donc être mon étalonnage. Donc, si on veut, on peut venir, hop, comme ceci, le connecter. Donc, on prend le vert, on le met dans le vert, et on prend la sortie vert, et on la met dans notre out qui est ici. Savoir notre sortie. Ou alors, on fait comme avant, si on veut, on peut tout simplement venir faire Shift pour l'insérer. Voilà. Ça marche à peu près comme Fusion. D'ailleurs, ils l'ont rendu beaucoup plus comme Fusion qu'avant. C'est-à-dire au niveau des couleurs, des grids, ce genre de choses. Et par ailleurs, si tu es intéressé par apprendre Fusion, on a fait plein de vidéos sur Fusion pour les débutants et pour des gens un petit peu plus avancés. Et on a également fait une formation très complète sur le sujet. Donc si ça t'intéresse, lien en description. Là, c'est pas le sujet. Nous, on va s'intéresser à l'étalonnage. Ici, on a un Color Space Transform. Donc, je peux aller dans Effect ici pour avoir accès à mes propriétés et on va lui indiquer d'où ça vient et en quoi on aimerait qu'il le sorte. Alors ici, on va retrouver mon Input Color Space. Donc, si je clique dessus, je vais aller chercher naturellement le Color Space de la caméra, qui est le Panasonic V-Gamut. Donc, évidemment, c'est un GH6 qui est fait par la marque Panasonic, qui fait un V-Log. Donc, en termes de gamut, on va retrouver le Panasonic V-Gamut. Alors ici ensuite on va retrouver le input gamma, donc c'est un V-Log, où je vais pouvoir descendre et essayer de trouver mon Panalog. Voilà ici le Panasonic V-Log. Hop, je prends mon Panasonic V-Log. Ensuite ici on va retrouver l'output color space. Donc nous on va passer d'un V-Log justement à un Rec 709. Donc ici on va aller chercher le Rec 709 et dans mon output gamma on va choisir quelque chose, par exemple comme le gamma 2.4 qui peut être bien, ou directement on peut mettre en Rec 709. Tu peux choisir autre chose, gamma 2.4, ça n'a rien changé. Donc c'est un petit peu comme tu veux. Et là on va retrouver une image qui est beaucoup moins flat. Si on compare le avant après, voilà. Donc là en fait c'est comme si on avait filmé avec notre caméra au lieu de filmer en Vlog en Rec 709. Donc, vous pouvez faire le test pour être sûr que tout est bon. Admettons, vous mettez votre caméra sur un trépied, vous filmez en Vlog, ensuite vous filmez en Rec 709, et quand vous passez votre Vlog en Rec 709, vous vérifiez que vous avez exactement le même résultat. Voilà. Vous pouvez le faire comme ça si vous voulez. Donc ici, on vient de passer en Rec 709.
Ok, donc ça c'est pour convertir du log en Rec 709. Donc évidemment le principe est le même si tu as une autre caméra. Par exemple tu as une Sony, donc tu as filmé S-Log, et bah ici dans ton input color space et input gamma tu viens prendre du S-Log et pareil tu convertis en Rec 709. Donc j'espère que cette partie est bien comprise, et puis si ce n'est pas le cas, n'hésite surtout pas à me poser des questions en commentaire. C'est là pour ça. Ensuite on va s'intéresser au scope. Alors moi je vais remettre un nœud en faisant Alt S, donc ici je peux désactiver Effect pour avoir un petit peu plus de place, là je vais rajouter un nœud. Ce qui fait que si je fais des modifications, étant donné que ce nœud est sélectionné, ça va faire des modifications uniquement sur ce nœud. Par exemple, alors on verra ça après le gamma, le gain offset, mais admettons que je mets plus de rouge, et ben ça va se faire sur ce nœud comme c'est celui-ci qui était sélectionné. Si j'en refais un autre et que je mets ici plus de contraste, et ben le contraste va se faire sur ce nœud. Donc je vais supprimer ceci et je vais supprimer ceci. Et c'est Alt S pour en recréer un nouveau. Alors maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu les scopes. Donc ici, on voit une représentation graphique de notre image. On va retrouver l'intensité de rouge, de vert et de bleu. Ça, c'est pour la parade. Je dirais que c'est le plus simple. Par exemple, si je mets plus de rouge, ça va augmenter le rouge et naturellement, il y aura moins de vert et moins de bleu. Jusqu'à là, normalement, rien de bien compliqué. Donc les valeurs ici vont être entre 0 et 1023, mais par exemple ici, si je souhaite baisser mes basses valeurs, ou même baisser le tout, je peux voir ici que ça baisse donc les hautes valeurs. Donc je prends le point qui est en haut de ma courbe et je baisse mes hautes valeurs. Je peux également monter mes basses valeurs, et là tu vois que mes basses valeurs se montent. Par exemple ici, je peux aller dans les tons moyens, à savoir le gamma, ça on verra après, et là je vais baisser mon ton moyen. Et donc on voit la correspondance de notre image ici sur la parade. On a d'autres scopes qui peuvent être assez utiles. Par exemple, on va retrouver les waveforms. Alors les waveforms, c'est une représentation de gauche à droite de votre image, c'est-à-dire d'ici à ici, en fonction de son intensité. Donc dans l'axe horizontal, on va retrouver la représentation de droite à gauche de notre image, et de haut en bas, on va retrouver son intensité. Alors ça paraît peut-être pas parlant comme ça, mais on va essayer de comprendre. Par exemple, je vais aller ici mettre un masque, pareil ça on verra plus tard, je vais mettre un carré, quoi faire quelque chose comme ça par exemple, on s'en fiche un petit peu, et ici je vais mettre le gain dans le rouge. Et ben tu peux voir ici qu'on va retrouver du rouge dans cette partie de l'image. Mais admettons que maintenant je viens déplacer ceci, donc je peux prendre mon masque et je vais le déplacer, et là tu vois que dans mes scopes, ça répond bel et bien en fonction de là où est mon élément. Si je le mets tout à gauche, bah ici on va voir le rouge qui est à gauche. Donc là tu comprends un petit peu ce que ça fait, c'est l'intensité, que ce soit dans rouge, vert, bleu. Donc là on a du rouge évidemment, donc on voit que ça rajoute du rouge en fonction de là où on se trouve. Donc ça peut être super pratique, si vous trouvez que vous êtes trop fort par exemple, je sais pas, dans cette partie-là, à savoir ici, et ben on va pouvoir en rajouter dans certaines parties. À savoir que ici on voit qu'on est très lumineux par exemple ici, et quand on regarde là, bah on est quand même assez lumineux. Donc on comprend bien ce que ça fait. Ça, c'était pour les waveforms. Rien de spécifique, mais bon, faut le savoir. C'est une représentation de gauche à droite de votre image, et ici donc de son intensité. Ensuite, on va retrouver les vector scopes. Alors les vector scopes, c'est super facile à comprendre, c'est un petit peu comme une color wheel, ça va vous indiquer la teinte de votre image. Par exemple, si j'ai une teinte un peu rouge, comme ceci, et ben là on va se retrouver dans le rouge. Ici, je me mets dans le vert, on va être plus dans cette zone-là. Ici, on va se retrouver dans le bleu, et ici plutôt dans le rose. Par exemple. Donc en fait, c'est un peu dommage que c'est pas indiqué dans le vector scope où est le rouge, où est le vert. Enfin, en fait, c'est indiqué ici. Si on regarde, ici on voit qu'on a le rouge. Vous voyez que là c'est marqué. Si on zoome ici, alors je peux le mettre en grand comme ça. Là, on peut tous les voir. Ça peut être assez pratique. On peut choisir d'en avoir que un. Donc peut-être que cette représentation peut être assez sympa. Ici, on voit que le R est ici, à savoir le rouge. Donc là, on voit qu'on va bel et bien dans le rouge et que mon image est rouge. Ça correspond en fait à ce qui est ici. Admettons que je veux que ceci soit dans le bleu. Donc je me mets ici dans le bleu et tu vois bel et bien que ça va dans le bleu et que mon image est bleue. Voilà, rien de plus par rapport à ça, mais en fait l'utilité des scopes, c'est justement de pas vous tromper, parce que votre œil peut faire défaut, vous avez l'impression que c'est un peu trop jaune, bon ici ça se voit que c'est bleu, mais des fois vous pouvez vous tromper, avoir une perception qui n'est pas bonne, donc les scopes ça va vous donner mathématiquement la réponse de la fréquence des couleurs et de l'intensité de votre image. Ensuite on va retrouver l'histogramme. Donc là, pas bien compliqué, pareil, on a l'intensité de gauche à droite, donc évidemment quand on augmente les rouges, et bah au niveau des bleus on va en perdre, et pareil au niveau des verts, ici, si je décide d'enlever les verts, donc si je remonte par ici, hop,
on va encore plus enlever des verts. Donc ça, c'est pour l'histogramme. On va enfin retrouver pour finir le CIE Chromaticity. Alors là, c'est vraiment assez spécifique. En fait, le CIE, c'est la représentation de ce que l'œil humain est capable de voir. Donc là, on voit le Rec 709 et là, on voit toute la représentation de ce que l'œil humain peut percevoir. Alors, en tant que scope, c'est pas non plus très utile. Ça permet de checker si on n'a pas non plus des valeurs de balade, ce genre de choses. Mais bon, c'est pas le truc le plus utile, mais ça vous permet de représenter ce que voit donc l'œil humain. Voilà. Bon, ça peut être utile de le savoir. Après, à utiliser, vous n'allez pas non plus l'utiliser tous les 4 matins. Alors maintenant, nous allons comprendre la différence entre le lift, le gamma, le gain et l'offset. Donc ici, je vais faire Alt S pour mettre un nouveau node et je vais toucher au lift et on va voir ce qui se passe. Vous voyez que quand je touche au lift ici et que quand je touche ici au gain, ça fait pas la même chose. Donc le lift et le gain, c'est opposé. Le lift, c'est les basses lumières. Le gamma, ce sont les valeurs moyennes. Le gain, ce sont les valeurs hautes. Et l'offset, eh ben, c'est tout. Et oui. Alors par exemple, dans celui-ci, je vais contraster. Je vais mettre un petit peu de contraste. Ou peut-être un petit peu moins, faut voir. Peut-être un petit peu comme ça. Et je vais recréer un nouveau nœud pour bien vous montrer. Et dans ce nœud-ci, on va jouer un petit peu avec ça. Donc là, si je joue avec le lift, tu peux voir que ça va surtout étirer mes basses valeurs. Si tu regardes en bas, si tu regardes dans les scopes de la parade, tu vois qu'on agit surtout sur les basses valeurs. Dans le gamma, ce sont les valeurs moyennes. Donc si on regarde ici, on va autant agir dans le haut que dans le bas, ça va donc être les valeurs moyennes. Et enfin, dans le gain, ce sont les valeurs hautes. Tu vois que là, on va surtout baisser et augmenter les hautes valeurs. À savoir qu'on peut choisir une couleur parmi le gain, le gamma et le lift. Par exemple, si on vous demande que dans les basses valeurs, ça soit plus bleu et que dans les hautes valeurs, ça soit plus rouge, et ben vous allez aller dans le lift et augmenter par exemple les bleus dans les basses valeurs. Okay, donc on augmente le bleu dans les lifts, parce que les lifts, c'est les basses valeurs. Et on vous dit d'être plus orangé dans les hautes valeurs, donc on va augmenter le rouge dans le gain. Et voilà ce qu'on obtient. Donc on est plus froid dans les basses valeurs et plus chaud dans les hautes valeurs. D'où le Orange Gentil pour ceux qui connaissent. Et enfin, on va retrouver l'offset qui lui s'en fiche, il va tout augmenter ou tout baisser en même temps. Vous voyez, il prend en fait le lift et le gain et il va augmenter les deux en même temps. À savoir que tout ça a une représentation à travers les courbes. Je m'explique. On a dit que les lifts, c'était les basses valeurs. Donc ici, quand on augmente les basses valeurs, en fait, ça correspond exactement au lift. Ceci, c'est le lift. Donc, si j'augmente ça, tu vas voir qu'on a exactement le même genre de résultat. Sauf que là, c'est sous la représentation, donc, d'une courbe. Ensuite, comme tu t'en doutes, le gain, c'est ceci. Voilà. Donc là, c'est comme si on jouait avec le gain. C'est exactement la même chose que ça. Et enfin, l'offset, c'est comme si on augmentait les deux. Et là, on vient donc naturellement créer un offset. Alors pour le gamma, c'est un petit peu plus compliqué et pénible. En fait, c'est un point qui est exactement au milieu. Et en fait, il vient baisser et augmenter. Mais il faut pas qu'il bouge de haut en bas. Il faut qu'il soit toujours par le milieu. Là, on vient toucher au gamma. Là, on vient toucher au gamma. En fait, entre ceci et ceci, il faut que vous imaginiez une ligne pour être tout le temps au milieu. Donc ça va être le gamma. Donc, si je regarde et qu'ici je touche au gamma, et bah tu vois à peu près qu'on a le même genre de choses. Alors pareil, tu as la possibilité de uniquement augmenter dans certains canaux. Par exemple, si on te dit qu'il faut que ça soit plus rouge dans les hautes lumières et plus bleu dans les basses lumières, et ben ici on va aller dans les rouges et dans le gain, à savoir les hautes lumières, bah on va mettre un peu plus de rouge et on va mettre dans les basses lumières un petit peu plus de bleu. Et voilà, on fait exactement la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette partie est bel et bien comprise. Elle est super importante, mais pas si compliquée que ça. Grâce à ces techniques et à comprendre qu'est-ce que le gain, le gamma et l'offset, vous allez un petit peu mieux comprendre comment agir sur votre image sur des zones spécifiques. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, pareil, si vous avez compris ça, vous avez donc compris comment faire un contraste. Donc ici, on pourrait toucher au contraste, ouais, on pourrait contraster et décontraster mon image, sauf que le problème de le faire comme ça, c'est qu'on n'a pas de contrôle. Le contraste, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il va rendre plus sombre vos basses lumières et plus lumineux vos hautes lumières, pour contraster. Qui paraît logique. Sauf que le problème de le faire comme ça, c'est qu'on va pas contrôler les points d'entrée, et à quel point on veut être bas dans les basses lumières, et à quel point on veut être haut dans les hautes lumières. Alors que grâce à la courbe juste ici, vous allez pouvoir contrôler ça. Et c'est là que va intervenir la courbe en S. Donc par exemple, je vais mettre un point ici, ok, et je vais pouvoir faire une courbe comme ça pour venir contraster. Donc là, je viens de créer
du contraste. Et là, je vais pouvoir choisir dans les basses à quel point je suis bas et dans les hautes à quel point je suis haut. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir contraster votre image, mais être beaucoup plus précis et avoir le résultat que vous voulez. Donc ici, je fais un reset et par exemple, si tu veux décontraster ton image, donc si on regarde quand on décontraste, on a une image qui est naturellement plus délavée. Donc si tu souhaites décontraster ton image, et ben tu viens remonter tes basses lumières et baisser tes hautes lumières. Et là, tu as une image qui est décontrasté. Donc si tu as compris ça, c'est super, on va pouvoir passer à la suite. Alors maintenant, nous allons voir les masques, ce qui inclut le tee-in et le track-in, qui sont des outils qui vont nous permettre de créer nos masques. Et à quoi ça va servir? Et ben ça va tout simplement nous aider à retoucher une zone précise. Donc on va commencer par tracer un masque et faire du tracking de manière très simple. Donc je fais Alt-S pour créer un nouveau node, et là je vais aller dans mes masques. Donc ici dans le Window. Alors il y a différents types de masques que vous pouvez voir juste ici. Nous, on va prendre celui-ci. Donc c'est super pratique parce qu'on va pouvoir tracer nous-mêmes notre zone. Par exemple, si j'aimerais détourer cet arbre-ci, donc je vais venir le détourer. Une fois que je suis content de ce que j'ai, je vais cliquer sur le premier point que j'ai créé pour le fermer. Donc là, on a un masque. Et si on regarde ici, vous voyez bel et bien, alors c'est assez petit quand même, on voit que ici, ma zone affectée est donc mon masque. Ce qui fait que si, par exemple, je modifie le gain, vous voyez que je modifie uniquement dans cette zone-ci. Alors maintenant, j'aimerais bien que mon masque il suive le mouvement de l'arbre. Parce que si je me déplace dans le temps, et bah ça suit pas du tout. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est aller ici dans mes paramètres de tracker et je vais pouvoir traquer mon masque. Donc celui-ci étant sélectionné et actif, quand je vais venir traquer, donc je vais cliquer juste ici pour aller vers l'avant, donc le track forward. Évidemment, si j'ai traqué à la fin, je vais vers l'arrière. Et si je suis en plein milieu, je fais ici un track forward and reverse. Donc c'est un backward et un forward, si on veut. Bon. Ici, ça s'appelle reverse. Mais peu importe, vous avez compris. Donc ici, moi, je vais aller vers l'avant. Et là, on voit que c'est assez rapide et que ça suit plutôt bien. Vous voyez que là, ça suit correctement le mouvement de mon arbre. Ce qui fait que maintenant, si j'ai une correction, et je vais cliquer ici juste pour que mon masque ne soit pas affiché, si je fais play, on voit que ça suit quand même plutôt bien. Mais maintenant, admettons, je trouve que mon masque il est un petit peu trop dur, à savoir trop sharp. Et ben je vais pouvoir retourner ici dans les paramètres de mon masque, donc dans Window ici, on se rappelle, et là je vais pouvoir jouer avec la softness. Donc plus il est soft, évidemment plus il sera doux, donc plus il sera flou pour avoir quelque chose un petit peu moins dur. Donc là, évidemment, c'est trop, mais c'est pour te montrer, c'est juste pour te montrer comment ne pas avoir un masque aussi dur, aussi sharp. Donc ça, c'est la première chose, on va pouvoir créer nos masques. Évidemment, ça fonctionne pareil, ici on peut créer un rectangle si on le souhaite, on peut aussi créer une sphère, etc., etc. C'est un petit peu comme tu veux, et à chaque fois, il sera donc affilié à ton node que tu as créé. Une autre technique qui n'est pas forcément de sélectionner une partie, mais de sélectionner une couleur ou une intensité. Pour ça, on va plutôt aller ici dans le qualifier, et là, par exemple, je vais venir sélectionner le ciel. Voilà, le ciel bleu ici. Bon, il n'est pas très bleu, ça n'a pas très bien marché, mais je vais cliquer dessus, et là, pareil, j'aurai un masque qui fait que si je retourne dans mes paramètres ici, je peux plus ou moins exposer donc mon ciel. Que le fonctionnement est le même et que ça affecte surtout mon ciel parce que je suis venu le sélectionner. Donc par exemple si je souhaite rendre mon ciel un petit peu plus rouge, je vais pouvoir booster comme ça et là on obtient ce genre de choses. Et là le seul point négatif c'est que je trouve que mon soleil il est affecté, ce qui est logique parce que c'est à peu près les mêmes teintes. Donc je vais pouvoir déjà hop reset ceci, retourner dans mes qualifiers, aller dans le moins ici et là je vais essayer d'enlever tout ce qui concerne le soleil. Et maintenant si je booste mon gain, on voit que ça affecte beaucoup moins le soleil. Alors encore un tout petit peu ici, mais voilà, en recliquant, vous voyez que ça disparaît. Donc vous pouvez faire plus et moins. Par exemple, ici, vous voyez qu'il manque ces zones, donc on peut faire plus, essayer de rajouter ces zones. Après, peut-être qu'on va récupérer aussi un peu de soleil, parce que c'est autant lumineux que le soleil. Donc là, on sera obligé de faire un contre-masque si on veut le supprimer. Mais bon, voilà, en tout cas, vous avez compris le principe. Pareil, on pourrait venir sélectionner la couleur de mes arbres. Alors, ça marche très bien. Par exemple, si une personne a un manteau rouge, qu'on veut rendre le rouge vert, et ben on va sélectionner la couleur rouge et venir faire directement ce qu'on appelle un key-in, à savoir un masque, grâce à la luminance ou à la couleur. Il va soit détecter une luminance ou une couleur pour pouvoir l'extraire et uniquement modifier ce qu'on a choisi. Alors pareil, au lieu de choisir une couleur directement et de l'appliquer, on va pouvoir faire un key en fonction de la saturation, de la hue ou bien encore de la luminance. Par exemple, si je mets du rouge ici et que je veux que ça n'affecte pas mes hautes lumières, à savoir ce qui est très lumineux, et ben je vais prendre la luminance et la tirer ici et là petit à petit vous voyez que les zones lumineuses ne sont
pas affecté. Voilà. Pareil dans l'autre sens, si je veux que ça affecte que mes hautes lumières, je vais tirer ici les basses lumières, et là, plus je tire petit à petit, vous voyez que mes basses lumières, ça va pas du tout les affecter. Et pareil, on peut venir mettre un blur radius ici pour rendre le tout beaucoup plus soft. Alors ça, c'est dans le cas où vous voulez faire votre routine et vos masques dans DaVinci. Mais il se peut qu'il y a des effets visuels qui ont été faits sur votre plan, à savoir des VFX, et dans ce cas, l'équipe VFX va vous exporter les masques de ce que eux ont rajouté. Mais comment importer les masques? Alors ici, si on regarde, j'ai un masque qui correspond à ça. Bon, ça n'a aucune utilité, mais c'est un petit peu pour comprendre le principe. Ce que je vais faire, alors je peux directement ici aller dans la fenêtre Color, aller ici dans Media Pool, alors je vais faire clic droit dessus et je vais faire Add as Mate for Color Page Clip. Ça c'est super important pour l'ajouter en tant que mate pour la page de Color. Voilà, ça peut pas être plus clair. Mais une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Je vais créer un node un petit peu au hasard, par exemple celui-ci, ok? Alors je vais faire clic droit dessus, Add Mate, et là il est directement, évidemment, proposé dans mes maths. Donc c'est le masque qui est ici, à savoir ce qui correspond à ça. Donc ici, hop, je le prends, et là ça nous crée un autre node. Donc ça va donc être mon masque. Ce qui est blanc est gardé, et ce qui est noir est donc supprimé. Ce qui fait que maintenant j'ai ça en entrée masque, que si j'augmente mon gain ici, vous voyez que ça marche parfaitement. Voilà, ça fait ce que ça doit nous donner. Ça respecte donc l'animation de ce masque-ci. Donc de cette manière, vous pouvez importer des masques qui viennent de logiciels extérieurs. En parlant d'externaliser certaines choses, vous avez la possibilité d'exporter des LUT. Admettons que tout ça, ça nous plaît. On peut venir faire un clic droit ici, grab style, et là si je vais dans la fenêtre ici, dans Galerie, vous voyez qu'il y a un style qui a été créé. Il s'appelle 1.1.1, mais admettons que je vais sur un autre plan, par exemple celui-ci, je vais pouvoir appliquer mon style, donc je le prends et je le glisse ici, et vous voyez que ça s'applique bien. On a exactement la même chose, sauf que le masque ici ne fonctionne pas. Il faudrait par exemple ici changer le masque pour avoir exactement la même chose, mais il implique toutes les mêmes couleurs et toute la même arborescence. Donc si vous avez une séquence, vous pouvez faire un étalonnage par séquence et de l'appliquer donc au reste de vos plans. Mais vous avez aussi la possibilité de faire une LUT, à savoir Lookup Table, ok? Mais qu'est-ce qu'une LUT? C'est un filtre, tout simplement. Donc vous allez pouvoir exporter ça dans des logiciels externes. Je m'explique. Ici, j'ai une correction qui a été faite, mais ceux qui vont faire les effets visuels, par exemple, qu'ils soient sur Nuke, Flame ou Fusion. D'ailleurs, si ça t'intéresse, on forme au logiciel Nuke et Fusion. On fait des VFX vraiment très poussés. Donc si ça t'intéresse, lien en description. Tu peux aller voir sur notre site qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on propose. Ça peut être assez sympa. Puis tu peux me faire un retour par rapport à ça si jamais ça t'intéresse ou même si ça t'intéresse pas. Mais donc si on en revient à nos moutons, dans DaVinci Resolve, on peut exporter une LUT. Parce que ceux qui font les VFX vont bosser sur ce genre de plan. Donc c'est tout flat, c'est tout plat. Et en fait, ils vont rajouter évidemment les VFX qui seront assez plats, et par-dessus ça, il y aura une LUT. Donc, faut que eux voient avec la LUT pour avoir une idée du look final, ce qui paraît assez logique. Donc, on va pouvoir exporter une LUT. Alors, pour ça, il suffit non pas d'aller dans LUT. On pourrait penser que ce menu est pour ça, mais là, c'est plutôt pour importer des LUT, même si c'est possible. Alors, nous, on va aller dans Clip, juste ici, et là, je vais faire clic droit sur le clip dont je souhaite exporter la LUT, et je vais aller dans Generate LUT ici, et là, je choisis tout simplement le format que j'ai envie d'exporter. Donc, on va avoir des LUT 3D, mais généralement, en 33 points de tube, ça marche bien. Et je pense que vous l'avez déjà vu, le fichier LUT, c'est un fichier point tube. Donc ce fichier, des logiciels comme Nuke, Fusion, Flame, Natron, After Effects, ils vont les comprendre. Et ça va vous ajouter votre filtre de couleur. Donc vous obtiendrez la même chose que ça. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu aux nodes. Donc, nous, on a juste vu des nodes qui permettaient d'ajouter des effets de couleur, de contraste, ce qu'on veut. Sauf qu'il y a d'autres types de nodes. Si je fais clic droit ici, je vais dans Add Node, on a le corrector qu'on a pas mal utilisé, mais il y a aussi un Parallel Mixer, un Layer Mixer, un Key Mixer, un Splitter, un Combiner. Alors, on va pas tous les voir dans les détails, mais je vais te présenter les principaux. Déjà, on a le Parallel Mixer. Par exemple, je vais faire Alt-S sur ce plan, je vais déconnecter ça pour le moment, et ici, je vais dire que je veux quelque chose de, par exemple, très contrasté. Donc là, je vais juste jouer avec le contraste. Alors, je vois rien parce qu'il n'est pas connecté ici. Donc ici, je veux quelque chose de très contrasté, ok? Donc ceci, et ça, je peux le renommer contraste, donc node label, et ici, je pourrais l'appeler contraste. Je peux également recréer un second nœud, on le connecte ici, et ce nœud, je vais l'appeler par exemple pour rouge, parce que je vais mettre que du rouge. Bon, par exemple. Donc là, je vais faire quelque chose de très rouge. Donc d'un côté, on a beaucoup de contraste, et de l'autre, on a du rouge. Et le parallèle, ça va vous permettre juste d'ajouter ça
Donc ça permet de segmenter les étapes, à savoir un node qui fait quelque chose et un autre node qui va faire une autre opération. Donc ça permet juste de segmenter les étapes et de venir les mettre ensemble, d'où le nom parallèle, parce que ça va être parallèle, il n'y en a pas un au-dessus de l'autre, ça va venir les ajouter. Donc si je connecte ici, on va voir ce que ça donne. Là, je l'ajoute, et quand on regarde ici, on a à la fois le contraste et à la fois notre plan qui est tout rouge. Donc ça a juste ajouter nos deux effets. On aurait pu tout faire en un effet, mais admettons qu'on veut venir traiter nos couleurs puis nos contrastes d'un côté, et surtout si on veut mettre un masque, c'est là où ça va être compliqué. Si on fait tout dans un même node et qu'on veut mettre un masque, bah là ça va vite devenir compliqué. Donc le parallel mixer peut être super pratique. On va retrouver d'autres choses aussi, on va retrouver le layer mixer, donc ça fonctionne un petit peu pareil, sauf que là vous allez voir, il va mettre un par-dessus l'autre. Vous voyez que là, ce qui est ici est par-dessus ça. Ceci ne compte absolument pas. D'ailleurs si on regarde ici, on voit qu'on a exactement le même résultat. Alors oui et non. Quand on voit comme ça, on a le même résultat. Sauf qu'on a la possibilité, en faisant clic droit, d'aller dans les composite modes et de changer de mode de composite. Par exemple, on va pouvoir multiplier, ce qui fait que ces deux choses vont se multiplier. Donc je vais pas te montrer tous les modes d'opération possibles. Ce sont des opérations classiques pour venir merger des éléments ensemble. C'est les mêmes opérations sur Photoshop, sur Fusion, sur Nuke, mais c'est la manière dont va être interprétée les deux images. Par exemple, multiply, il va multiplier ceci par ceci. Donc proche des valeurs 0, bah, ça va être encore plus sombre, parce que 0 fois n'importe quel nombre, ça fera 0. Et 0, quelque chose fois n'importe quel nombre, bah, ça sera en dessous de ce nombre. Enfin bref, on va pas rentrer dans les spécificités, mais pareil ici on pourrait mettre en add, donc là ça va venir juste ajouter. Donc de cette manière on peut gérer nos modes d'opération. C'est quand même assez rare. Alors on en a d'autres qui sont plus ou moins utiles. On va aussi retrouver le combiner, donc ça c'est super simple. Ici c'est le rouge, ici c'est le vert, et ici c'est le bleu. Par exemple, si je connecte ici, hop, et je regarde, là on voit juste notre couche qui est rouge. Donc, on rajoute ici le vert, et on rajoute ici le bleu. Et donc, on obtient notre image finale. Il n'y a aucune différence entre les deux. Sauf que, bah, évidemment, vous voyez un petit peu l'utilité, on va pouvoir modifier uniquement un seul canal. Par exemple, si je souhaite modifier le bleu, qui est donc la dernière entrée, je vais pouvoir aller, hop, connecter ça et connecter ça. Et ici, je vais pouvoir donc modifier uniquement le bleu. Si je joue avec ça, vous voyez que je modifie que la couche bleue. Alors, si je vais dans ma courbe ici, que j'augmente, vous voyez que ça augmente mes bleus. Pourquoi? Parce que ici, hop, on vient traiter uniquement des bleus et on vient rajouter ça. Tout simplement. Bon, j'avoue, c'est pas non plus le truc le plus utilisé, mais ça peut quand même être assez pratique. Autre chose qui peut être également pratique, alors là c'est pas le cas, mais on peut avoir un plan qui tremble beaucoup, on a des petits tremblements à la fin, et donc dans ce cas-ci, on aimerait bien le stabiliser. Alors super simple, on va dans la fenêtre Tracker juste ici, et on va venir stabiliser en cliquant juste ici sur Stabilizer, et je fais un Stabilize. Et là ça peut prendre plus ou moins de temps selon la durée et la résolution de votre plan, mais ce que ça va faire, c'est que ça va traquer votre plan et venir inverser les informations de tracking. Donc naturellement, pour pas avoir des zones hors champ, il va venir cropper dans l'image. Donc vous aurez une plus petite image, mais vous voyez que la stabilisation marche extrêmement bien. Pareil, vous pouvez gérer ici votre coef si vous voulez que ce soit moins smooth, plus smooth, mais à chaque fois que vous changez quelque chose, par exemple ici le crop-in ratio est à 0,5, si je veux quelque chose de beaucoup plus faible, je vais devoir recliquer sur Stabilize pour que lui, il recalcule. Si je souhaite, je peux enlever le zoom, donc là, il n'y a plus de zoom, ce qui fait que on voit que ça crop bel et bien dans l'image. Donc généralement le zoom, il va vous mettre le plus proche possible de ce qui est acceptable. Il va vous zoomer le minimum possible pour qu'on ne voie pas le noir apparaître sur le côté. Pareil, on peut la bypass, donc vous voyez le avant-après. Ici, on sent les tremblements, vous voyez, alors que on regarde avec la stabilisation, ici c'est beaucoup plus smooth. Donc ça c'est pas vraiment de l'étalonnage, mais bon, c'est dans la page color, vous avez la possibilité de stabiliser vos médias. Et ça c'est plutôt cool, surtout que dans DaVinci Resolve, ça fonctionne vraiment super bien. Et maintenant, pour finir, on va étalonner un plan de A à Z. Donc je vais supprimer tout ça, je vais tout supprimer, et on va pas convertir notre image, on va vraiment tout faire de A à Z, on va pas servir d'un color space pour convertir, comme on avait vu au début. Donc je vais faire Alt S pour créer un nouveau node, et je vais, dans un premier temps, gérer le contraste. Donc ceci, je vais l'appeler contraste. Donc on va faire super simple, on va pas parler des primaires, des secondaires, pour le moment on va faire super simple. Donc je vais ici, comme dit dans le label, gérer mon contraste. Donc je pourrais contraster comme ça, mais si vous vous souvenez bien, on avait vu une autre méthode pour contraster, c'est tout simplement d'utiliser les courbes juste ici. Donc moi je vais plutôt faire comme ça, je vais venir un peu contraster, ok, et remonter un petit peu dans les hautes. Quelque chose d'un petit peu plus proche, un petit peu moins bas.
Voilà, là on regagne pas mal en contraste. Donc en cliquant sur ce petit bouton, on peut voir le avant-après. Donc ça c'est le avant-après de l'étalonnage, mais si tu souhaites désactiver uniquement un nœud, donc tu peux faire Alt-S, par exemple ici je mets du rouge, et si je veux uniquement désactiver ce nœud, je peux faire CTRL-D pour désactiver un seul node, et Alt-D pour désactiver donc tous les nœuds, ce qui revient un peu à ça au final. Et tu as aussi Shift-D qui permet juste d'enlever ça. Au lieu de cliquer ici, tu peux faire Shift-D. Donc tu as CTRL, Shift et Alt pour tout faire. Voilà, maintenant qu'on a réglé notre contraste, ce qui semble pas trop mal, je vais venir rajouter un node où je vais par exemple gérer la température et la saturation. Ok, donc là je fais node label et je l'appelle sat. Ok, pour gérer la saturation et la température. Donc ici je vais augmenter ma saturation, pas trop non plus, et j'irai un petit peu ça, donc soit on est dans des tons un petit peu plus chauds en termes de température, soit on est dans des tons un petit peu plus froids. Ça c'est selon ce qu'on a envie de faire. Je vais mettre quelque chose d'un petit peu plus chaud, et voilà. Ensuite, je vais rajouter un autre node et là, par exemple, je vais ajuster le gain. Donc, j'aimerais qu'on soit dans les basses lumières légèrement plus froid. On peut le faire comme ça. Ou alors, c'est un petit peu plus pratique, je pense, de le gérer directement avec la courbe. Ici, je vais aller dans le bleu et je vais légèrement dans les basses lumières augmenter. Et je vais aller dans les rouges maintenant et légèrement rendre ça un petit peu plus chaud. Voilà. Donc, si on regarde le avant-après en faisant CTRL-D, on a ceci. Donc, peut-être qu'on est trop fort, hein. On est un peu trop fort ici, on va pouvoir baisser. Voilà. Faut que ce soit quand même assez subtil et assez léger. Et là, si on regarde avant-après, on sera beaucoup plus froid dans les basses lumières, ce qui peut être voulu. Donc voilà, on a notre premier étalonnage qui est fait dans DaVinci Resolve en pas beaucoup de manipulation, en 2-3-2 et avec des choses qui sont plutôt simples mais qui demandent quand même de faire un bon œil, c'est pas très technique, on rentre pas trop dans les spécificités des color space, ce genre de choses qui peut être un petit peu plus laborieux, mais pour faire une bonne image, tu as besoin des concepts de base, comprendre ce que tu fais, qu'est-ce que le lift, le gamma, le gain, l'offset, et ensuite il en va de ton œil pour essayer de faire la meilleure image possible. Donc si on refait très rapidement avec le premier média ici, donc je vais supprimer tout ça, je vais faire Alt-S pour recréer un node, je vais aller ici dans Node Label et je vais l'appeler Contraste par exemple. Alors ici, hop, je coche bien ça pour que ça bouge absolument tout, que tout soit linky. Je vais venir un petit peu contraster, même beaucoup contraster. Voilà, on pourrait avoir quelque chose d'assez sombre, hein, ce qui fait un peu bizarre, mais pourquoi pas. C'est selon ce que tu as envie de faire. Ok, donc là on vient de jouer avec le contraste. On voit nettement la différence. Ensuite, je vais pouvoir créer juste un node pour ma saturation. Donc, saturation. Ici, je viens saturer, pas autant. On pourrait même mettre à 100, c'est pas non plus déconnant à 100. Hein. On va un petit peu saturer quand même. Et je vais mettre un troisième node, par exemple, pour venir ajuster ma température. Donc, node label température. Ici, je mets quelque chose, par exemple, de beaucoup plus chaud. Alors, pas autant. Oh, quelque chose comme ça, et je vais également venir faire un masque pour rendre le ciel un petit peu plus bright, okay, si je veux que ce soit un petit peu plus fort. Donc je vais pouvoir aller dans mes chrolifères ici, sélectionner le ciel, hop, donc là mon ciel est sélectionné, et je vais augmenter son intensité, donc ici je peux augmenter les hautes lumières, et là on aura un ciel qui est plus lumineux. Et je veux également qu'il soit un petit peu plus chaud, donc par exemple je pourrais juste aller dans les rouges ici, et le rendre un petit peu plus rouge. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu comme tu veux. C'est juste pour te montrer qu'on a vraiment la main mise sur notre image. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'aura aidé. Si c'est le cas, bah tant mieux. Je demande rien de plus. Bon, allez, peut-être mettre un petit like, ça peut faire plaisir. Et surtout de commenter pour me dire ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu, et potentiellement d'autres vidéos que tu aimerais voir, parce que cette vidéo, elle m'a été demandée. J'avais déjà fait une vidéo sur les bases de l'étalonnage, mais on m'a demandé de faire une vidéo plus longue. Donc, chose faite, c'est pour te dire, n'hésite pas à demander. Il est très probable, si tu demandes, et surtout si vous êtes plusieurs à le demander, encore plus, que je fasse une vidéo sur un sujet que vous me demandez, parce que le but principal, c'est quand même que ça vous aide. Et si tu es intéressé par Fusion ou par Mio, même par Blender qui va arriver très prochainement, n'hésite pas à aller voir nos formations et ce qu'on fait un petit peu. Et sur ce, je te dis à la prochaine.